Vous le savez peut-être déjà si vous me suivez régulièrement, mon désenchantement envers le MCU ne fait que croître. Et oui, l'univers cinéma Marvel. Et oui, pour les trois râleurs dans le fond, je fais partie de ces malotru incultes et dénués du moindre sens critique, ayant eu l'outrecuidance d'apprécier certains de ces films depuis 2008, alors que c'est même pas du vrai cinéma, enfin il paraît. Alors, est-ce que les Gardiens de la Galaxie volume 3 est le messie de Dune, de Marvel, qui va venir relancer cet univers qui souffre de plus en plus sous le poids de son interconnexion? Alors d'un côté, oui, le film a un cœur énorme, pourtant la réponse à cette question reste non, pas vraiment, puisque comme dans Dune, les messies, il faut s'en méfier, et je ne parle pas seulement de Lionel, et surtout ce n'est pas le rôle de ce film qui fonctionne incomparablement mieux en tant que conclusion que pour ouvrir vers de nouveaux horizons. Cette vidéo sera d'abord sans spoiler avant de les aborder, ainsi que les deux scènes post-crédit que vous aurez sans doute à cœur de ne pas rater en salle, parce que c'est la marque de fabrique de la maison, quand même. Cette introduction était peut-être touffue, mais c'était pour vous préparer, car il faut savoir que le film dure 2h30 et que vous risquez donc de le sentir passer s'il ne parvient pas à vous emporter. Heureusement pour moi, emporté, je l'ai été, il faut dire que tout ou presque va se jouer sur votre rapport au cœur émotionnel palpitant du film, qui semble être autant considéré comme sa plus grande qualité que son pire ennemi, à en croire les différents avis critiques. Mon expérience personnelle, c'est une émotion intense pour tout ce qui concerne Rocket Raccoon, son histoire, ses enjeux. Alors oui, je peux comprendre qu'on puisse y voir trop de grosses ficelles ou un pathos trop appuyé, presque manipulateur, mais à mon sens, il s'agit plutôt d'un niveau de sincérité auquel nous sommes trop nombreux à ne plus être habitués, d'autant plus dans le MCU qui n'a que trop tendance à désamorcer la moindre émotion par une blague dans les 30 secondes qui suivent. Alors attention, je ne dis pas que ce défaut a totalement disparu dans ce volume 3, on le retrouve encore malheureusement, mais pas pour désamorcer les moments les plus intenses, et ça fait du bien. Justement, poursuivons sur cette épineuse question de l'humour. On reste dans le subjectif, mais disons que les Gardiens ont généralement été plutôt du côté de l'humour Marvel réussi, du moins à partir du moment où on a pu accepter définitivement l'idée que Drax est et resterait un ressort comique dans sa version grand écran. En effet, les vannes et les interactions hautes en couleurs sont l'enduit qui vient masquer le ciment émotionnel qui définit, qui réunit cette famille, choisie bien sûr, et dans ce troisième volet, on peut dire que l'enduit commence sérieusement à craquer. Il craque dans un sens positif d'abord avec une franchise généralisée dans l'expression des sentiments entre les gardiens, mais aussi un peu négatif avec une qualité d'humour parfois dégradée ou qui vient gêner justement des prestations d'acteurs qui auraient pu gagner encore en profondeur et en subtilité en se passant de certaines vannes sans grand intérêt. Au-delà de l'humour, ce qui définit cette famille recomposée en quelque sorte, c'est qu'elle réunit de sacrés numéros, des parias, des gens étranges à part, avec leur bizarrerie. Un aspect encore un peu renforcé peut-être dans ce volume 3, et disons que le script ne parvient pas à rendre les membres les plus récents du groupe suffisamment intéressants ni surprenants, je pense notamment à Kraglin ou encore à la chienne Cosmo. Heureusement, on peut à la fois compter sur les membres historiques, mais aussi sur l'évolution de certains d'entre eux, à commencer par Nebula, qu'on pourrait sous-estimer en disant qu'elle n'est que colère, alors que son écriture, comme son interprétation, joue sur une palette bien plus subtile que cela. J'en viens à me dire que Nebula fait partie du trio des personnages les plus intéressants des Gardiens, trio que viennent compléter Gamora et Rocket, s'il y avait le moindre doute. Alors oui, Mantis a aussi du potentiel, mais il reste légèrement sous-exploité, notamment du fait de son usage presque exclusif dans son duo comique avec Drax, même si ce volume 3 parvient enfin à l'en extirper un peu au moins. Du côté de Gamora, on a le plaisir de retrouver une version bien différente du personnage, en toute logique, avec la mort de celle que nous connaissions dans Infinity War, une mort dont rien ici ne viendra jamais gâcher l'impact indélébile. Quant à Rocket, que dire si ce n'est de reprendre l'évidence que le film souligne déjà, il est le cœur de ce groupe et de cette histoire depuis le début, et cette conclusion est totalement construite autour de lui. Concernant Peter Quill et Drax, disons qu'ils restent égaux à eux-mêmes et que ce troisième opus ne leur permet pas de vraiment se sublimer,
même si une forme de progression, voire même d'accomplissement, nous est néanmoins proposée. La relative faiblesse des méchants Marvel a souvent été évoquée, et c'est ce qui fait d'autant plus ressortir des cas comme ceux de Wilson Fisk, version Daredevil bien sûr, pas version Hawkeye, ou Thanos, ou éventuellement Eric Killmonger. Ici, le maître de l'évolution est un personnage caractérisé par une monomanie obsessionnelle, par définition, ainsi que par une totale absence d'empathie, et ça pue. Le personnage a pour lui d'être immédiatement détestable, potentiellement le méchant Marvel que vous haïrez avec le plus d'intensité, tout en étant néanmoins porté par une certaine conviction dans son interprétation emphatique par Chukwudi Iwuji, avec lequel James Gunn travaillait déjà dans la série Peacemaker. En revanche, la déception n'est quand même pas bien loin quand le mythe qui entoure cet antagoniste et sa puissance est rattrapé par le déroulement du film. C'est même autour de ce méchant qu'on retrouve 2 ou 3 incongruités ou aberrations scénaristiques, rien de grave, mais bon, j'y reviendrai en détail dans la partie spoiler. Disons que dans l'ensemble, on a encore des problèmes d'échelle de puissance entre les différents personnages et on sent que le sujet est jugé totalement secondaire de toute façon. Autre antagoniste et véritable déception du film, Adam Warlock. Il reste un personnage mythique des comics, nimbé de mystère cosmique et lié à des enjeux mystiques et fabuleux. Il ressort ici comme un Superman Wish recouvert de peinture dorée. J'ai bien conscience que le personnage commence dans la naïveté, dans les comics bien sûr, mais l'essentiel consistait surtout à souligner son potentiel dans le film, ce qui ne me semble pas être le cas. Et franchement, en prenant un peu de recul, ça ne me surprend pas tant que ça, sachant que la gravité qu'on pouvait espérer chez un tel personnage n'est absolument pas compatible avec le ton de James Gunn, qui ne peut pas s'empêcher de passer par la case désacralisation. J'ai beaucoup parlé des personnages, ce qui me semble en adéquation avec les priorités du film, mais il faut néanmoins souligner la qualité visuelle, l'inventivité des designs ainsi qu'une réalisation inspirée qui ne cherche jamais à voler la vedette à ces personnages, leur servant plutôt d'écrin, même si certains la jugeront peu subtile. La post-production a été faite en France, si j'ai bien compris, et c'est Stéphane Serretti qui a supervisé cet aspect du film, un travail que je qualifierais de franchement remarquable et qui tranche assez nettement avec l'aspect brouillon qui ressortait malheureusement d'Ant-Man Quantumania très récemment. Entre des designs organiques qui nous emmènent dans un épisode des Teletubbies réalisé par David Cronenberg, des rapports d'échelle impressionnants, des couleurs vibrantes à l'écran et au moins une séquence de combat absolument cool et terriblement super-héroïque, eh bien vous devriez en prendre plein les yeux et ça fait plaisir quand on va voir un tel film. Alors il faut dire quand même que ma propre expérience était optimale puisque j'étais en Dolby Cinema et 3D. J'ajouterai aux grandes réussites visuelles le travail absolument essentiel sur la jeunesse de Rocket et de ses amis, des créatures numériques donc, qui sont pourtant les vecteurs d'émotion sur lesquels reposent les moments les plus touchants du film. Encore une fois, certains resteront sans doute de marbre ou voudront se garder de ce qu'ils pointeront comme du sentimentalisme facile. Pour ma part, j'ai été vraiment touché par ces séquences, alors félicitations à tous les artistes qui ont pu y participer. Ce n'est plus une surprise dans un film de James Gunn, notamment dans Les Gardiens, mais la musique joue un rôle essentiel, bien entendu, d'autant qu'un certain éclectisme musical affiché affectueusement par le réalisateur vient ici répondre à la volonté du maître de l'évolution d'aplanir, d'unifier toute forme de discordance pour qu'une seule musique résonne dans l'univers, celle définie par sa propre partition. Les preuves d'amour et même la notion d'héritage passent par les playlists depuis le premier volume et on apprécie de voir que James Gunn conserve ce gimmick jusqu'au bout. Si je vous disais en intro que ce film, même s'il offre une véritable bouffée d'air, ne résoudra rien pour l'avenir du MCU, c'est tout simplement parce qu'il est uniquement une conclusion pour cette histoire et pour ces personnages. Le film ne s'emmerde pas à mettre des éléments en place pour la suite, ou alors de façon totalement secondaire, et c'est tant mieux. Déconnecté du reste des multiples intrigues du MCU, James Gunn a pu tirer sa révérence selon ses termes et faire, j'imagine, à peu près ce qu'il voulait de ses personnages avant de partir organiser le futur de l'univers DC au cinéma et de reprendre le flambeau de Superman. J'irai un peu plus loin dans la partie spoiler qui va commencer très bientôt, mais disons qu'en termes d'ouverture sur la suite pour Marvel, ce n'est pas vraiment folichon. Si vous quittez la vidéo ici, pensez à vous abonner à la chaîne, à vous exprimer en commentaire sur votre façon de vivre ce film, et si vous ne faites pas tout ça, eh bien vous finirez dans les poubelles génétiques du maître de l'évolution.
On commence avec les spoilers donc, et j'en viens directement à l'essentiel, à savoir l'histoire de Rocket, sa terrible origine aux mains du tortionnaire qui fera de lui un être différent, unique et terriblement seul. Pour moi, tout fonctionne vraiment bien dans ce flashback qui accompagne le coma dans lequel est plongé notre raton laveur préféré. Les tests sur les animaux, la vivisection et autres atrocités seront pointés, je n'en doute pas, comme des tire-larmes faciles par certains, mais de mon côté, je pense qu'on ne peut aborder un tel sujet sans le faire de front et sans admettre la cruauté immense de notre espèce qui s'arroge le droit de tout infliger aux créatures qui ont le malheur d'être soumises à notre bon vouloir. Et pourtant, les recherches actuelles ne font que souligner combien nous avons terriblement sous-estimé les niveaux de compréhension et d'émotion des animaux qui nous entourent. Et de ce fait, le film ne fait que pointer le doigt là où ça fait mal, un endroit qu'une majorité d'entre nous préfère ignorer pour ne pas se sentir complice de fait. Il peut s'agir de l'abattage industriel, du broyage des poussins ou autres tests cosmétiques et j'en passe. Nous devons au moins avoir conscience de ce que nous commettons au nom d'une prétendue supériorité qui est incarnée dans le film, avec tous les curseurs poussés au max dans le maître de l'évolution, bien entendu. Mon regret par contre de ce côté, c'est que le film ne développe pas du tout les origines de la rencontre entre Rocket et Groot. On peut même dire que Groot adopte un rôle secondaire, voire fonctionnel, pour permettre à certaines scènes de fonctionner concrètement grâce à ses pouvoirs protéiformes. Au passage, on remarque bien sûr le clin d'œil à John Carpenter et The Thing, quand le pauvre Groot est réduit à l'état de simple tête avec des excroissances qui vont lui servir de jambes. J'aurais souhaité plus d'implication, voire de prise d'initiative de la part de Groot dans une situation où Rocket était entre la vie et la mort, mais il faut aussi reconnaître les limites dramatiques d'un personnage qui a 3 mots pour s'exprimer. Le fait que Layla soit morte, c'était sans doute une énorme évidence, mais ça m'a quand même surpris et je dois dire que j'ai trouvé ça incroyablement triste pour ce pauvre Rocket. Pour rester dans ce qui gravite autour de Rocket, j'en reviens au maître de l'évolution. Son gros problème, c'est que son seul pouvoir, c'est le contrôle de la gravité et qu'une simple paire de bottes anti-G pour se promener dans un vaisseau suffit à les annuler. En soi, je comprends la logique, que ce soit l'astuce et même le génie technique de Rocket qui lui permettent de vaincre son créateur, mais disons qu'on aurait pu faire nettement mieux. Autre détail dénué de sens, le visage du maître de l'évolution qui a été simplement recouvert d'un visage synthétique. Alors on me dira peut-être, non mais Captain, tu comprends, c'était volontaire de garder ses cicatrices du passé pour se souvenir de son échec. Mais bon, enfin, ça correspond absolument pas à la psychologie du type et à son obsession de la perfection. Il est totalement évident qu'il dispose de la technologie pour refaçonner son visage et 100 fois plus encore, donc à part l'idée de montrer la laideur métaphorique du personnage via des blessures, ce que je trouve plutôt con quand même, je ne comprends pas vraiment la logique. Enfin, l'aberration la plus gênante concerne le rapport du maître de l'évolution à Adam Warlock. Ok, il considère Warlock comme un crétin, un raté, mais concrètement, il reste nettement plus puissant que toutes ses autres créations réunies, de toute évidence. Le scénario aurait pu être nettement plus intelligent et intéressant pour ce personnage, Adam Warlock, et les parallèles à créer avec Rocket dans leur rapport au maître de l'évolution. Le fait que ce dernier se fiche totalement de Warlock ne fait que rajouter à son absence d'intérêt pour le spectateur. Et puis il faut le dire, le film n'avait absolument pas besoin d'un autre personnage naïf et puissant, ni le MCU d'ailleurs, ça n'a strictement aucun intérêt, et je trouve dommage de gâcher dès le départ l'enthousiasme qu'aurait pu susciter un Adam Warlock plus recherché, plus grave, plus complexe. Après tout, dans les comics, le double maléfique du futur de Warlock, le Magus, ferait un super antagoniste. Il en fait déjà un dans les comics et il en ferait un dans le MCU, mais là, qui va avoir envie d'en savoir plus sur ce guignol. Par ailleurs, de façon totalement anecdotique, le caméo de Stallone ne sert à rien, si ce n'est à souligner que cette version de Gamora a su trouver sa propre famille, mais bon, voilà quoi. Alors rassurez-vous, je ne vais pas m'étendre sur le canapé des blagues pas terribles. La tristesse fonctionnait 10 fois mieux que le rire dans ce volume 3, même si quelques situations ou répliques nous arrachent quand même un sourire, faut le reconnaître. Concernant Kraglin et Cosmo, j'ai du mal à voir l'intérêt de nous mettre un gag aussi récurrent que celui de Good Dog, Bad Dog, ou un enjeu aussi transparent que celui de la maîtrise de la flèche de Yondu. Plus positif, l'usage offensif de Nowhere était assez cool et fait du lieu un élément à part entière de l'identité des gardiens. Concernant Gamora, je comprends et respecte la décision de préserver l'impact de la mort de celle qu'on connaissait dans Infinity War. Toutefois, on reste un petit peu sur notre faim, alors que l'alchimie entre elle et Peter
ressurgit clairement, son choix de s'éloigner de lui semble de ce fait un peu artificiel, mais bon, admettons. En parlant de mort, il faut évidemment parler de l'absence totale de victimes, alors que l'arc narratif de tous les personnages est bel et bien bouclé. J'imagine que la notion de sacrifice a été jugée trop cliché ou attendue par James Gunn, néanmoins je pense que ce n'est pas parce qu'une chose est attendue dans une histoire qu'il est mauvais de la faire survenir, au contraire. Je ne suis pas déçu qu'aucun gardien ne meure, mais je pense que le final aurait eu plus d'impact avec une mort intelligemment amenée et surtout significative. La fausse mort de Peter dans l'espace est doublement fautive. D'une part, c'est cheap et tout simplement impossible qu'il récupère aussi vite, sauf à supposer que son héritage génétique n'est finalement pas totalement dissipé, et d'autre part, c'est encore cheap, avec pour seul objectif de donner à Adam Warlock un seul truc vraiment cool à faire sur la fin, en venant s'inspirer au passage de la fameuse peinture, la création de Michel-Ange. Après un tel film, il est franchement étonnant de voir l'annonce d'un retour de Star-Lord dans la seconde scène post-crédit. D'autant plus que Chris Pratt annonce que revenir sans James Gunn lui semble n'avoir que peu de sens, sans pourtant qu'il ne ferme totalement la porte en cas de proposition suffisamment pertinente. Quant à la prochaine équipe des gardiens, je pense que la majorité du public n'aurait que peu d'intérêt à suivre ces aventures. Rocket et Groot restent cool, mais tout ce qui fait l'essentiel du moteur narratif de Rocket est déjà résolu, ce qui en ferait un personnage extrêmement dur à reprendre dans une suite. Adam Warlock, vous savez déjà ce que j'en ai pensé dans ce film. Phyla, c'est bien sûr un clin d'œil à Phyla-Vell, un personnage des comics avec une origine tout autre, mais dont on ne sait au final rien ici pour cette scène post-crédit. Quant à Cosmo et Kraglin, ce ne sont pas eux qui me donneront l'envie d'acheter un billet de cinéma. En résumé, les gardiens, c'est fini je pense, et s'ils font d'autres apparitions, ce sera en tant que personnage secondaire dans les films d'autres héros, ce qui me semble un peu triste pour un personnage aussi marquant que Rocket, qui prend encore plus vraiment son ampleur totale dans ce volume 3. Sachant que Dave Bautista et Zoé Saldana passent à autre chose, un peu triste de savoir qu'on n'aura jamais l'introduction d'un personnage tel que Moondragon, Dragon Lune. On peut encore y voir l'intention d'éviter le côté cheap et revu des morts qui ne le sont pas vraiment, puisqu'il s'agit de la fille de Drax dans les comics, mais bon, là encore, j'ai comme l'impression que le potentiel d'accomplissement que ce personnage aurait pu apporter à Drax n'a pas été jugé à sa juste valeur. Il me semble qu'une Dragon Lune bien écrite aurait très avantageusement remplacé cet Adam Warlock Wish, encore une fois. Je ne vais pas finir sur cette note négative, mais plutôt rappeler tous les bons moments offerts par ce groupe improbable au fil de cette trilogie, et le plaisir de voir un film certes imparfait, mais surtout généreux et capable de susciter des vagues d'émotions, en tout cas chez une bonne partie du public. Je crains que les prochains films Marvel ne souffrent de la comparaison, j'espère que l'avenir me détrompera, à commencer même par la série Secret Invasion, qu'on espère suffisamment ambitieuse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas l'existence de ma chaîne secondaire, Captain John Roll. Salut!